مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من واشنطن. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. In today's show, Je suis Adam Early et je suis très heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un topo général sur le Moyen-Orient et la région qui vivent des développements violents sans précédent. Le printemps arabe a maintenant atteint le Liban, l'Irak et l'Iran. Nous avons vu des nombres impressionnants de manifestants contre la corruption des gouvernements et le système répressif durant les dernières semaines. Comment vont se terminer ces manifestations? De façon pacifique comme en Tunisie ou dans la répression comme en Syrie? En Afrique du Nord, en Tunisie, nous avons observé une nouvelle transition démocratique et le peuple s'est révolté face au gouvernement en Algérie. Que signifie tout ça pour le Maroc, qui vit dans un havre de paix, dans une région en proie à de grandes tensions et à la violence? Nous allons aussi parler du conflit palestino-israélien qui est aujourd'hui bien loin de la solution. Israël se concentre sur les troisièmes élections législatives en 9 mois. Il paraît aussi que les États-Unis ont abandonné leur rôle de leader comme médiateur honnête. Que peut-on attendre d'un pays n'arrivant pas à former un gouvernement? Comment les Israéliens peuvent négocier la paix avec les Palestiniens? Quel rôle peut-on jouer pour faciliter les négociations entre Israéliens et Palestiniens? Il y a aussi de multiples questions sur le rôle des États-Unis dans le monde. Pour beaucoup d'observateurs dans la région et de par le monde, les États-Unis ont fait un pas en arrière par rapport à leur rôle de leader historique. Selon eux, les États-Unis ne veulent pas défendre leurs alliés et ne souhaitent pas affronter leurs adversaires. Nous allons débattre de la véracité de cette théorie. Nous recevons aujourd'hui un invité spécial qui va répondre à nos questions par satellite depuis son bureau. C'est l'un des plus éminents diplomates, penseurs et écrivains américains sur la politique au Moyen-Orient. Il s'agit de l'ambassadeur Dennis Ross, qui a travaillé avec 4 présidents américains. En tant que penseur et diplomate, il a étudié et façonné l'histoire en même temps. Depuis 2011, l'ambassadeur Ross est l'un des plus grands chercheurs au Washington Institute for Near East Policy. Du temps de l'administration Obama, il a été l'assistant personnel et le directeur du Conseil de sécurité nationale. Pendant le mandat du président Clinton, Dennis Ross a été coordinateur spécial pour le Moyen-Orient. Il a aussi occupé le poste de directeur des politiques et de la planification au département d'État du temps de James Baker. Il a également occupé la fonction de directeur des affaires et de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud au Conseil de sécurité nationale pendant le mandat du président Reagan. L'ambassadeur Ross a une longue liste de réalisations. Il a été le représentant américain pour le processus de paix sous les mandats de George Bush et de Bill Clinton. Il a joué un rôle central dans l'accord provisoire entre Palestiniens et Israéliens en 1995. Il a fait la médiation pour l'accord d'Al-Khalil en 1997 et a aussi joué le rôle de facilitateur pour l'accord de paix jordano-israélien en 1994. C'était l'un des architectes du traité de Camp David entre Israéliens et Palestiniens en 2000 et à ce titre a été très proche de parvenir à une paix permanente entre Palestiniens et Israéliens. À mes côtés également, l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. C'est l'ex-conseiller à la sécurité nationale de la campagne de Donald Trump. J'ai aussi le plaisir d'accueillir un autre invité spécial, c'est Jason Isaacson, qui est directeur des politiques au Global Jewish Advocacy. C'est l'une des rares personnalités qui connaissent bien la région pour l'avoir visitée plusieurs fois. Il est aussi détenteur du Wissam Royal au grade de chevalier pour les services rendus au Maroc. Bienvenue à vous. On prend la direction sans plus tarder du Washington Institute pour retrouver l'ambassadeur Dennis Ross. Merci Dennis de nous rejoindre. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur d'être parmi vous. J'aimerais dire que le Maroc est très attractif pour un homme comme moi qui a fait de la question de la paix une affaire vitale. Le Maroc a joué un grand rôle dans cette affaire et je lui suis toujours reconnaissant.
Denis, commençons par les manifestations en Iran, au Liban et en Irak. Quelle est la différence cette fois-ci avec les autres protestations dans les pays du printemps arabe, en Tunisie, en Égypte, puis au Yémen et en Syrie, dans lesquels on a vu de grands soulèvements populaires contre les gouvernements? Qu'est-ce qui différencie les manifestations actuelles de celles du passé? Il est intéressant de comparer ce qui se passe maintenant avec ce qui a eu lieu en 2011. Il y a des ressemblances et des divergences. Les facteurs communs sont le sentiment général de vulnérabilité et d'échec des modes de gouvernance, l'absence de réponse aux revendications des peuples. On peut ajouter aussi la crise économique, l'absence d'espoir, sans oublier la prolifération de la corruption et la mainmise de minorités sur les richesses des pays. Il y a des facteurs qui sont toujours d'actualité, comme en 2011. La seule différence, c'est qu'au Liban et en Irak, toutes les manifestations s'opposent au régime iranien. D'un autre côté, l'Iran étouffe ses gouvernements pour ses intérêts personnels. Ce qui en résulte, c'est cette réaction contraire. Ces peuples n'ont pas d'autre solution pour affronter ce régime iranien. Téhéran a réussi à s'étendre et à faire peur et à restreindre les libertés, mais d'un autre côté, le régime iranien a réussi à instaurer une bonne gouvernance. Il n'y a guère de réponse facile à cette question, surtout en Irak, où il y a une base populaire difficile à appréhender avec des revendications par rapport aux agissements de l'Iran, et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Pour ce qui est de la scène interne en Iran, nous allons voir ce qui va se passer. Il faut dire que l'administration Trump a exercé une forte pression économique sur Téhéran, et les résultats sont aujourd'hui palpables. Mais la réaction de la rue est à la base contre le gouvernement iranien qui est corrompu et coupable de mauvaise gouvernance. La corruption atteint des niveaux alarmants dans les pays sous l'emprise de l'Iran également. Tous ces facteurs réunis sont un défi pour le régime iranien. La question, c'est de savoir si Téhéran va essayer de détourner l'attention sur ses problèmes internes ou si certaines revendications seront satisfaites pour atténuer l'intensité des manifestations. C'est un excellent point évoqué, Denis. J'aimerais vous faire réagir sur la politique de la carotte et du bâton. Ce n'est pas la première fois que l'Iran doit gérer des protestations. Ils sont, ma foi, très efficaces dans l'équilibre entre l'utilisation de la force et la répression violente accompagnée d'incitation. Quelle est votre perception par rapport à ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? Et est-ce que la seule utilisation de la force peut arrêter ces manifestations? C'est un bon angle d'attaque. L'Iran joue habituellement avec le bâton et la carotte. Mais quand ils sont mis sous pression, ils utilisent plus souvent le bâton. Ce qu'on observe dans la gestion de ces manifestations, c'est qu'ils n'ont pas bloqué Internet uniquement. D'ailleurs, quand vous avez des problèmes économiques et que vous bloquez le réseau Internet, cela accentue vos problèmes économiques. Mais cela démontre combien ils ont peur de ce qui se passe actuellement. C'est ce qui les pousse à couper toutes les communications pour empêcher les gens de se solidariser et de s'organiser. On le sait, près de 100 personnes ont été tuées. Cela prouve que le choix du régime, c'est la main de fer sur le terrain. Nous prévoyons qu'ils maintiennent la pression sur les manifestants et puis qu'ils diminuent la répression. Pour les prix des carburants, par exemple, il y aura des aides pour les catégories démunies. Alors, comme vous pouvez le voir,
Téhéran sait aussi utiliser la carotte, même si le bâton n'est jamais très loin. Pour ce qui est de l'Irak, les choses sont difficiles sauf si un remaniement a lieu ou si des changements concrets sont proposés. Il faut qu'il y ait des réformes du système électoral au Parlement et il faut changer le mode de gouvernance qui profite à une partie de la population seulement. Il en va de même pour le Liban. Ce qui est intéressant à relever à ce niveau, c'est que les manifestations au Liban ne sont pas communautaires. Les chiites ont manifesté contre Nasrallah et contre le Hezbollah pour la première fois. Contre les mollahs également. Je dis que l'Iran doit façonner une nouvelle image où ce sera vraiment difficile malgré le fait que le Hezbollah est pesé de tout son poids dans la rue. Je pense que la répression au Liban ne servira à rien si ce n'est accentuer la division dans le pays. Les manifestations reprendront, quoi qu'il en soit. En Irak, l'intensité des manifestations va augmenter. Les Iraniens, qui, eux, n'ont pas la solution, vont reprendre le jeu du bâton et de la carotte. Une stratégie qui risque de les desservir cette fois. Ils pourraient accepter l'indépendance des décisions des autorités des pays qu'ils contrôlent. Passons à présent à l'analyste de l'émission J.D. Gordon et à notre invité Jason Isaacson pour avoir leur avis sur les points saillants évoqués par l'ambassadeur Dennis Ross. Commençons avec vous, J.D. Parmi les points surprenants cités par l'ambassadeur Ross, le lien entre l'Iran et ce qui se passe en Irak et au Liban. Il a parlé du fait que l'Iran peut gérer les manifestations de l'une ou l'autre des manières, soit en déclenchant des crises extérieures pour détourner l'attention, soit en contenant les manifestations. Pour ce qui est du déclenchement des crises extérieures, au forum du dialogue de Manama, il y a quelques jours, le chef du commandement du centre, le général Mackenzie, a déclaré s'attendre à plus de problèmes de la part de l'Iran avec la poursuite des manifestations. Quelle est votre analyse par rapport au fait que l'Iran puisse frapper à l'extérieur comme moyen pour gérer les problèmes internes et atténuer la colère intérieure? Merci Adam. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Dennis Ross en analysant la situation actuelle qui est très complexe. Je suis également d'accord avec la déclaration du général Mackenzie parce que quand l'Iran est confronté à des perturbations internes ou dans les pays sous contrôle comme l'Irak et le Liban, où Téhéran pratique des activités qui touchent à la stabilité, il mobilise la base chiite et déclenche un conflit communautaire. Ils vont essayer de frapper à l'extérieur, en Arabie Saoudite et aux Émirats, ou des raffineries régionales comme ils l'ont fait par le passé. Je crois que l'Iran essaie de détourner l'attention du peuple en réponse à ces perturbations internes. Comme l'a si bien dit Dennis, le conflit aujourd'hui n'est pas communautaire en Irak et au Liban. Nous observons des groupes chiites opposés les uns aux autres à cause de la corruption du gouvernement, la disparité dans les revenus et la détérioration des services de base dans les deux pays. C'est pour ça que les gens manifestent. C'était la partie consacrée au volet extérieur. Passez, si vous le voulez bien, Jason, au volet intérieur. À votre avis, que peut faire l'Iran pour contenir les manifestations à l'intérieur du pays? Nous savons comment le régime a ouvert l'Internet partiellement, en signe de pas en avant. Mais si on revient aux manifestations de décembre 2017 et de 2009, nous remarquons que les mêmes agissements sont répétés et que la situation empire. Que peut faire le gouvernement iranien en interne pour contenir les manifestations? Je ne pense pas qu'ils aient les outils nécessaires pour ça. Il est vrai que la pression maximale exercée a conduit à leur affaiblissement, et c'est une bonne chose, mais il faut revenir à ce qu'a dit J.D. sur le fait que les orientations extérieures et la tactique de détournement de l'attention sont des méthodes habituelles de l'Iran, non seulement pour les activités que vous avez mentionnées, mais aussi dans l'attaque contre Israël, puisque l'Iran a lancé des missiles vers Israël il y a de cela quelques jours.
C'est une autre façon de détourner l'attention et de se concentrer sur les opérations militaires au lieu de travailler sur la réforme économique et la lutte contre la corruption. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause et juste après, nous nous intéresserons aux questions relatives à l'Afrique du Nord et à la façon dont le Maroc doit les gérer. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans votre émission avec le Maroc depuis Washington et dans cet épisode spécial dans lequel nous recevons l'ambassadeur Dennis Ross et nos deux invités en studio, J.D. Gordon et Jason Isaacson. Focus sur l'Afrique du Nord avec vous, Dennis. Cette région est également secouée avec des guerres civiles qui se poursuivent en Libye et une nouvelle transition démocratique en Tunisie, alors qu'en Algérie, les autorités essaient de s'accrocher au pouvoir malgré les revendications de changement des nouvelles générations. Toutes ces perturbations se passent autour du Maroc. Et ma question pour vous concerne votre vision sur ces faits en Afrique du Nord et leur impact sur le Maroc. C'est une question très intéressante. Il y a une question que je me pose tout le temps. Pourquoi les régimes monarchiques n'ont-ils pas été impactés comme les autres régimes l'ont été? L'une des raisons, c'est que les autres régimes au Moyen-Orient manquent de légitimité. Il est difficile d'expliquer pourquoi les dirigeants s'accrochent au pouvoir. Cependant, les régimes monarchiques ont la légitimité de détention du pouvoir qui les accompagne tout le temps en conférant au roi le droit de gouverner. Les citoyens l'acceptent la plupart du temps. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés parce que le pouvoir est toujours confronté à des difficultés. Toutefois, les régimes monarchiques jouissent d'un degré de légitimité dont ne disposent pas les autres régimes dont nous avons parlé. D'autre part, vous remarquerez qu'il n'a pas été aisé pour le Maroc de s'isoler complètement de sa région dans laquelle les populations essayent de sortir de la répression. Mais le sentiment de désorganisation totale qui emprunte certains pays voisins du Maroc et la grande instabilité, en plus du sentiment d'insécurité, ont un grand impact. Si vous êtes un habitant du Maroc et que vous regardez ce qui se passe autour de vous, il est évident que vous direz ne pas souhaiter que ça se produise dans votre pays. C'est aussi le cas de la Jordanie qui souffre d'un manque de ressources, surtout qu'elle accueille plus d'1 million de réfugiés syriens, ce qui accentue la pression économique. On note toutefois un degré relatif de stabilité malgré la situation d'insatisfaction générale. Ceci étant, la dernière chose que les Jordaniens souhaitent, c'est de perdre la sécurité. Je pense qu'aucun pays ne peut s'isoler complètement de la situation d'instabilité du voisinage, sauf s'il réfléchit de façon contraire en disant que tant que cette manifestation se déroule dans le voisinage, c'est une bonne chose puisque qu'elle ne se déroule pas dans ses frontières. Deux points ont été soulevés par Dennis Ross et j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Je commence avec vous, J.D. Dennis a parlé de la différence entre les monarchies et les autres régimes. Au Maroc, personne ne doute de la légitimité, de l'appartenance du roi à la descendance du prophète. Ce qui favorise en quelque sorte la stabilité, à l'opposé de certains autres pays comme la Syrie, le Yémen ou la Libye, qui sont dirigés par des personnes qui ne recourent qu'à la répression. Parlez-nous de ça et de la façon dont ça peut impacter la région. Est-ce qu'il y a une méthode pour exporter cette légitimité? Comment le Maroc peut-il utiliser cette longue histoire
et cette légitimité pour aider la région à affronter ces défis? to help the region deal with its issues. C'est un excellent point évoqué par Denis sur la légitimité avec laquelle exerce le roi. Où que la monarchie se trouve, on trouve la stabilité. Pour le Yémen, le président Abdallah Saleh est resté au pouvoir depuis 1978. Dès qu'il a été déchu, l'anarchie a régné. Partant de là, je pense que le Maroc peut profiter de la stabilité dont il jouit dans le cadre du régime monarchique pour travailler avec les gouvernements partenaires comme l'Arabie saoudite, les autres pays du Golfe et les États-Unis. Et je crois que c'est ce qui se passe effectivement, puisque le Maroc a d'excellentes relations de travail avec les pays du Golfe et les États-Unis pour exercer une bonne pression pour une meilleure stabilité de la région. Jason, Jason, toutes les monarchies ne sont pas similaires. Les choses ne fonctionnent pas correctement juste parce que vous avez un roi. Fort heureusement, le Maroc a la chance d'avoir des souverains sages. Vous avez toujours insisté sur les services que le roi rend à son pays. J'aimerais vous questionner sur un point évoqué par Denis. L'anarchie a un impact douloureux. Les gens ne bougent pas de crainte des conséquences néfastes du changement. En même temps, le roi Mohammed VI a entrepris une action courageuse pour contrer l'anarchie. Après les soubresauts du printemps arabe, le roi a lancé des réformes constitutionnelles, juridiques et politiques au Maroc. Pour être plus précis, il a protégé le Maroc d'une anarchie. Il a pris la courageuse initiative d'ouvrir un dialogue entre les différentes parties du conflit du Sahara. Parlez-nous de cet équilibre entre la sauvegarde de la confiance du peuple et entre les pas en avant pour le changement. C'est tout à fait vrai, Adam. Je pense, comme vous le savez plus que quiconque, que le référendum et l'adoption de la Constitution en 2011, qui a anticipé sur le Hirak et les manifestations qui se déroulaient dans des pays de la région, avait pour objectif de partager quelques pouvoirs sous la houlette du pouvoir royal pour distribuer certains pouvoirs. Puis à travers les élections locales et via d'autres instruments démocratiques sous cette houlette royale aussi, le souverain marocain a pu partager certaines prérogatives tout en gardant les pouvoirs sécuritaires, que ce soit la sécurité intérieure ou extérieure et l'orientation générale du pays. Je pense que c'était une stratégie perspicace pour anticiper sur les questions et pour répondre aux aspirations des gens. Cela ne signifie pas que le problème a été résolu, parce qu'il y a toujours des dossiers et des défis économiques à relever. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui fasse douter sur la légitimité de cette orientation que le pays a pris, et je crois qu'il y a une approbation générale, comme l'a dit Denis Ross. Malgré l'anarchie qui règne dans la région, il faut qu'il y ait un dirigeant sage qui communique avec son peuple et donne des réponses à leurs préoccupations en trouvant des outils qui leur permettent de faire entendre leur voix. Bien, c'est un point très important. Merci de l'avoir évoqué, Jason. Retour à l'ambassadeur Denis. Et j'aimerais vous poser la question sur Israël et sur le développement du processus de paix, non seulement parce que c'est une affaire cruciale, mais aussi parce que vous êtes l'un des spécialistes d'Israël et du conflit palestino-israélien.
et aussi parce que vous connaissez parfaitement bien les dirigeants là-bas. Après 2 secondes élections, Israël n'a pas pu former un gouvernement et le Premier ministre Netanyahou est accusé à présent de corruption. Quel est l'impact de la non-formation d'un gouvernement en Israël sur les négociations avec les Palestiniens? Israël vit actuellement une situation d'instabilité et c'est un gouvernement d'expédition des affaires courantes qui dirige le pays. Ça va continuer ainsi jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement dans les 90 jours pour éviter de nouvelles élections qui pourraient se tenir en mars. Il faut voir la composition de ce gouvernement, même si je prévois que ce sera un gouvernement d'union nationale. J'attendais d'un moment à l'autre la formation du gouvernement, mais cela risque de ne pas se produire parce que Netanyahou préfère aller aux urnes. Tant qu'il dirige le gouvernement, il bénéficie de l'immunité. Et si un nouveau gouvernement n'est pas formé, sa démission n'est pas à l'ordre du jour. Contrairement à n'importe quel ministre ou député, le Premier ministre en fonction n'est pas obligé de démissionner même si une accusation est portée contre lui. De ce fait, tant que Netanyahou est en fonction, une démission est improbable. Je pense que de nouvelles élections lui profiteraient. Il nous faut attendre 4 autres mois et nous verrons ce qui se passera. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose pour le Likoud. On a vu pour la première fois des dirigeants de ce parti qui se préparent à être ses concurrents. Mais on ne les a pas vus soutenir ses autres concurrents. Comme je l'ai dit, nous avons encore 3 semaines pour voir ce qu'il en adviendra. Pour ce qui est de la paix, le gouvernement d'expédition des affaires courantes est un gouvernement de droite. Il n'a pas d'incitation pour faire quoi que ce soit, et je ne l'imagine pas faire quoi que ce soit. Il faut par ailleurs prendre en considération la division palestinienne. Il est difficile de voir quoi que ce soit s'il n'y a pas de paix palestino-palestinienne. S'ils ne se réconcilient pas entre eux, comment vont-ils se réconcilier avec Israël? Et si les Israéliens n'ont pas de gouvernement, comment peuvent-ils avancer vers les Palestiniens? Je crains un statu quo, et c'est là une mauvaise chose parce que ça crée un vide. Et pendant les périodes de vide, l'espoir disparaît et l'extrémisme prend le dessus. Je pense que l'une des questions urgentes à résoudre après la formation du gouvernement, ce sera de savoir ce qu'il pourra faire avec les Palestiniens. Je pense qu'avec le fossé qui se creuse toujours plus entre les deux parties, logiquement et psychologiquement, la meilleure chose à faire, c'est de créer un espace multipartite. Et historiquement, nous faisons en sorte que chaque partie soit d'accord avec nous sans qu'elle soit d'accord avec l'autre. Et il y a des indicateurs qui prouvent que l'administration Trump suit cette logique. Ils sont toujours en train de parler de leur plan et nous verrons ce qu'ils feront. Je pense que ça ne va se produire que lorsqu'il y aura un gouvernement en Israël et si on peut faire quelque chose pour le processus de paix. Dennis, vous avez beaucoup écrit sur la politique extérieure américaine pour le processus de paix. Vous avez aussi écrit sur l'importance des canaux de soutien, c'est-à-dire une tierce partie qui peut faciliter les choses pour les belligérants du conflit afin de rapprocher les points de vue. Historiquement, le Maroc a joué ce rôle. J'aimerais vous poser la question sur le contexte de l'actuel statu quo dans les politiques israéliennes et palestiniennes. Comment voyez-vous le rôle futur du Maroc dans cette affaire? Est-ce que c'est probable? Et quelle est la possibilité offerte? Donnez-nous votre avis. En vérité, le Maroc a toujours joué un rôle important dans le processus de paix. Si on revient aux préparatifs du déplacement de Sadat à Jérusalem, les choses se sont réglées au Maroc sous le patronage royal. En raison des liens historiques et du nombre important de la communauté juive,
sans oublier le nombre d'Israéliens d'origine marocaine, un pont naturel s'est formé. Et je pense que quand le besoin de l'aide d'une tierce partie se fera ressentir, le Maroc pourra jouer ce rôle. Et je n'ai aucun mal à imaginer un dialogue paisible entre les deux parties au Maroc, ce qui évitera à toute partie de faire des concessions gratuites. L'importance des canaux arrière, c'est qu'ils permettent à toute partie de parler et d'exposer des idées sans craindre la moindre réaction ou que cela soit considéré comme un engagement. C'est là toute l'importance des médiations. Puisqu'on dialogue et on réfléchit, et le Maroc s'y prête naturellement. Il a de tout temps été un facilitateur du processus de paix. Jason, j'aimerais vous faire réagir par rapport à ce qu'a dit Denis pour ce qui est du vide. On a un vide politique en Israël et des divisions politiques entre les Palestiniens. Ce sont là des obstacles pour parvenir à la solution. Quel est l'impact d'un tel vide? C'est un point qui pourrait prendre beaucoup de temps. L'opération politique en Israël, comme l'a dit l'ambassadeur Ross il y a quelques instants, a connu des développements complexes et rapides. Il est probable qu'on observe dans 2 semaines une recette miracle élaborée par la Knesset pour former une sorte de gouvernement d'union, mais personne ne croit à un tel scénario et je ne pense pas personnellement que ça puisse se produire. Il se pourrait que des élections soient tenues, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction. Et alors que les Palestiniens affirment réfléchir à des élections en février, ce sont là des mois supplémentaires de doute et de désorientation dans les directions des 2 parties. Dans ce cadre, verra-t-on un processus de paix ou le plan de Trump pour la paix? Ces questions restent posées. JD, vous le savez bien, Jared Kushner et Jason Greenblatt se sont rendus au Maroc au mois de Ramadan pour présenter au roi les efforts du plan de paix. Vous avez travaillé avec Greenblatt à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous pensez du timing de leur déplacement pour finaliser le deal du siècle? Jared salue le rôle du Maroc en tant que partenaire fort et qui jouit de la confiance des États-Unis. J'ai travaillé avec lui lors de la campagne électorale quand j'étais directeur de la sécurité nationale et il s'intéresse au processus de paix au Moyen-Orient. Le grand défi à relever, comme l'ont signalé Denis et Jason, c'est que l'instabilité en Israël représente avec le temps un grand problème, ce qui cède la place aux voix extrémistes. Le Premier ministre Netanyahou se bat pour rester. C'est le Premier ministre actuel, mais ses opposants voudraient le voir en prison. Le président Trump se bat également pour rester et il mène une guerre contre sa destitution par les démocrates. En même temps, les Palestiniens souhaitent tenir les élections. Tout ceci va nous retarder plusieurs mois et je ne perçois pas de la lumière au bout du tunnel, du moins dans un futur proche. Chers téléspectateurs, merci de rester avec nous. Après la pause, nous allons parler du rôle des États-Unis dans le monde. À tout de suite. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans cet épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avec nous dans cet épisode, l'ambassadeur Denis Ross. Et j'aimerais vous questionner, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, vous avez étudié l'histoire, avez été l'un de ces acteurs en même temps. Parlons du rôle des États-Unis dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la bipolarisation a dominé les relations internationales entre les États-Unis et l'URSS. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, le monde est devenu multipolaire avec l'émergence de pays avec un poids. Mais les États-Unis restent la force dominante. Il y a une question récurrente dans la région. Est-ce que les États-Unis sont en déclin? Les observateurs font référence à la Chine et à son initiative, la ceinture et la route, et notent le retrait américain du Moyen-Orient avec le retrait de ses troupes de Syrie, alors que la Russie et la Chine occupent la place des États-Unis. Il parle aussi de l'échec des États-Unis dans la riposte contre l'Iran quand il a attaqué des cibles américaines et des alliés. Est-ce que cette inquiétude est légitime? Est-ce que les États-Unis sont en train de perdre leur rôle de grande puissance hégémonique?
Je pense que si vous regardez les États-Unis aujourd'hui et surtout l'administration Trump, vous constaterez que le président Donald Trump ne croit pas aux alliances traditionnelles. Il suit une école différente en matière de politique extérieure américaine. On appelle cela l'école régionale du sénateur William Borah dans les années 1920 et 1930. Il ne croyait pas aux alliances parce qu'elles sont contraignantes et limitent la liberté de mouvement. Dans cette école, ils ne se sont pas basés sur les principes de la politique extérieure parce qu'ils étaient concentrés sur les traités internationaux qui sont bénéfiques au strict intérêt national. Le président Trump représente d'une manière ou d'une autre un soutien à cette école. Pour être juste envers lui, nous avons vu comment le président Obama a fixé des lignes rouges et n'a pas bougé quand elles ont été traversées. Obama a dit qu'il avait été élu en dehors du Moyen-Orient et non pas à l'intérieur du Moyen-Orient. Il est vrai qu'il y a des alertes quant à un engagement américain dans les conflits dans cette région, et c'est une position compréhensible pour l'opinion publique parce que le coût était élevé. Il est difficile de prévoir une avancée au Moyen-Orient, bien au contraire. Le problème, c'est que lorsque les États-Unis se retirent, d'autres puissances les remplacent. Ce sont généralement des puissances extrémistes et non pas modérées. La plupart du temps, elles constituent un danger pour les États-Unis qui reviennent sur place. Même si le désir est de se retirer, notre poids et notre force font que nous subissons les effets de toute instabilité mondiale. Je ne vois aucune sortie pour ça, sauf nous engager intelligemment. La leçon que nous devons tirer de notre présence là-bas, c'est qu'envoyer des dizaines de milliers de soldats est un acte inutile. Même si nous pouvons gagner des batailles, nous ne changeons pas la réalité sur le terrain. Et ça devient un prétexte pour des forces qui nous sont opposées. Il y a une différence entre l'engagement avec des forces composées de dizaines de milliers de soldats et une présence bien étudiée. Le meilleur exemple, c'est le coût relativement bas de notre engagement en Syrie, grâce à l'intervention des forces régionales dans la défense de leurs intérêts. Cela peut servir de modèle pour l'avenir. Ces forces pourraient avoir besoin d'un soutien financier américain, d'une couverture aérienne, d'échanges de renseignements ou d'une aide logistique. Et c'est ce que nous faisons avec les forces démocratiques syriennes. Efficacité prouvée parce que les forces de Daesh ne pouvaient être combattues à travers des attaques aériennes uniquement. Deuxièmement, j'aimerais souligner que tôt ou tard, l'image des États-Unis sera impactée dans le monde. Ce n'est pas la première fois que nous opérons en retrait. Ça s'est passé après la Première Guerre mondiale et après la guerre du Vietnam. Ce n'est pas du tout curieux de se retirer lorsque l'engagement entraîne un coût élevé. Le retrait devient alors compréhensible. Nous ne percevons pas cela aujourd'hui parce que nous avons été présents là-bas pendant 18 ans avec des forces terrestres dans le Grand Moyen-Orient, y compris en Afghanistan. Je pense en définitive que notre présence actuelle va de pair avec notre engagement. Mais je pense que les choses pourraient évoluer dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Ce sera dicté par de nouveaux intérêts. Nous devons reprendre notre rôle historique. Denis, qu'est-ce que cela signifie pour le Maroc? Le Maroc aspire à un rôle américain dans plusieurs questions. Dans l'affaire du Sahara, nous avons joué et nous continuons de jouer un rôle important. Vous avez travaillé avec James Baker quand il était envoyé spécial pour le Sahara et aussi dans la lutte antiterroriste. Le Maroc se positionne en première ligne, mais il a besoin du soutien des États-Unis. Est-ce que les Marocains peuvent compter sur les États-Unis? Le point le plus important qui joue en faveur du Maroc, c'est que malgré le sentiment et le désir de retrait de l'administration américaine, le rôle du Maroc dans cette lutte antiterroriste ne peut être ignoré. Nous n'oublierons pas sa position après les événements du 11 septembre.
Et par conséquent, nous allons agir. Pour ce qui est des conflits en suspens, je ne pense pas que notre rôle soit efficace, du moins dans un avenir proche. Mais pour la lutte antiterroriste, le soutien et la coopération sont de mise. Malgré le désir de retrait de l'administration Trump, elle considère tout de même que si elle ne combat pas le terrorisme dans son territoire, ou si elle lui permet de prendre place dans des zones hors de contrôle, tôt ou tard, la menace terroriste viendra jusqu'aux États-Unis. Ce n'est pas uniquement les pays du voisinage. Par conséquent, je souligne le degré d'importance des conflits en suspens pour les États-Unis. Regardez ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens. L'administration américaine a établi un plan depuis un certain temps, mais elle n'a rien fait alors que c'est le dossier le plus important dans la politique extérieure américaine comparé à celui du Sahara. Par conséquent, cette administration ne fera rien, même si j'ai l'intime conviction que nous jouerons un rôle important avec le temps. Vous avez beaucoup écrit et parlé de l'importance des alliés pour les États-Unis. Nous avons besoin d'eux et nous ne pouvons travailler seuls et n'avons aucun allié plus ancien et plus constant que le Maroc. Est-ce que vous pensez que Washington prend ça en considération et comment les alliés soutiennent-ils les intérêts américains? Même si on observe une certaine timidité dans les relations de l'administration Trump avec certains de ses alliés, je vous assure que dans le cas du Maroc, il y a une constante envers lui, comme pour nos alliés traditionnels comme la Jordanie. Regardez comment nous avons réagi dans les deux partis américains par rapport à l'affaire des Kurdes. Je pense que le Maroc, en tant que plus ancien allié des États-Unis, fait un consensus des partis à l'intérieur des États-Unis. Malgré le fait que le Congrès ne gère pas la politique extérieure, il est influent parce qu'il détient les clés des aides financières. Je ne suis pas en train de minimiser le rôle du Congrès, mais je pense que le Maroc doit poursuivre le travail avec l'administration Trump, mais en parallèle, travailler avec les deux ailes du Congrès pour garantir la continuité de cette conviction sur l'importance du rôle marocain. Ces points évoqués sont très importants. J.D. Dennis a fait le lien entre Donald Trump et la politique d'isolement américain dans les années 20 et 30 du siècle dernier. Est-ce que ce lien est précis? Est-ce que vous partagez la vision de Dennis Ross sur ce point pour la politique extérieure? Je ne suis pas d'accord avec Dennis et c'est bien la première fois dans cet épisode que je ne partage pas son point de vue. J'ai discuté avec le président Trump des alliances lors de la campagne électorale. Il soutient les alliances, mais il veut que le coût des alliances soit supporté équitablement. Il m'a demandé lors de la campagne électorale si l'OTAN était dépassée. J'ai répondu oui pour certains volets. À titre d'exemple, les habitants des États-Unis représentent le tiers des habitants de l'OTAN, alors que nous payons les 3/4 du budget de l'Alliance. Le président a voulu savoir pourquoi il y a des dizaines de milliers de soldats en Corée du Sud et quelle sera la position de la Corée du Nord si nos soldats ne sont plus présents là-bas. Les États-Unis ont une dette avoisinant les 23 trillions de dollars. Le président Trump essaie de faire renaître la grandeur des États-Unis et non pas faire du monde entier un monde grandiose. Votre commentaire, J.D., nous amène à une autre question par rapport au point surprenant évoqué par Dennis sur des craintes aux États-Unis d'un engagement à l'extérieur. Ce n'est pas une chose qu'on retrouve uniquement chez Donald Trump, mais durant les 18 ans de notre présence en Afghanistan et en Irak. Ces mêmes craintes ont été observées après le Vietnam et la Première Guerre mondiale. Cela apparaît comme un cercle historique
qui se répète aux États-Unis. Un autre point évoqué par Denis, ces milliers de soldats qui opèrent à l'extérieur du pays, comme en Syrie. En tant que politologue, comment percevez-vous l'avenir de l'engagement américain à l'extérieur? Je crois qu'après les guerres d'Irak et d'Afghanistan, le président Trump veut retirer les troupes américaines d'Afghanistan pour ne pas avoir des forces comme par le passé. Le président Trump était contre la guerre en Irak parce qu'il ne voyait pas ce que pouvaient obtenir les États-Unis. À titre d'exemple, il a martelé pendant une décennie qu'il faut sauvegarder l'utilisation du pétrole. Et c'est ce que les gens disaient depuis des lustres. Je suis d'accord avec sa volonté d'ancrer ce principe et avec sa vision sur ça. Je pense que le président Trump va travailler avec les alliés pour exterminer les groupes terroristes comme Daesh. La lutte antiterroriste a toujours de grands échos chez lui et chez le peuple américain. Par conséquent, on verra des alliances se nouer avec ceux qui désirent combattre les terroristes. Deux questions pour vous, Jason. Vous rentrez à peine du Moyen-Orient après avoir assisté au forum du dialogue de Manama sur la sécurité. Vous avez rencontré des représentants et des responsables arabes de différents courants. Quel est leur avis par rapport au rôle américain dans le monde et sur la vie aux États-Unis durant les 4 ou 5 dernières années? Il n'y a pas que ça. J'étais au Maroc quelques semaines avant ce voyage. J'ai vécu les deux expériences qui sont complètement différentes. Mon sentiment lors de mes rencontres avec des responsables et des dirigeants d'ONG au Maroc, c'est qu'ils sont satisfaits sur la nature des relations avec les États-Unis, dans des domaines comme la lutte antiterroriste et la forte coopération militaire entre les deux pays, et bien d'autres domaines. Je n'ai entendu aucune doléance, mais j'ai entendu ça à Manama, que ce soit de la part des experts en sécurité, rattachés à des centres d'études de la région, et d'autres plaintes de la part des responsables. Mais les experts étaient très inquiets par rapport au retrait américain de la région et comment ça pouvait ouvrir les portes pour d'autres acteurs dans la région qui ne se soucient pas de nos intérêts ou des intérêts de nos alliés. C'était un sujet principal de discussion. Un autre point évoqué par Denis, relatif au Maroc et aux succès qui ont été réalisés. Vous avez vous-même participé, je veux dire ici le consensus au Congrès chez les deux partis. Denis a dit que même si le Congrès ne façonne pas les politiques, ses positions restent influentes. Comment le Maroc a-t-il profité de l'avis du Congrès qui lui est favorable? Et comment traduire ça en un soutien à la coopération régulière avec le Maroc? Quand je parle aux membres du Congrès américain du Maroc, et c'est un sujet qui est souvent évoqué avec nos collègues du Congrès, j'ai le sentiment qu'il y a un grand soutien de façon générale au gouvernement marocain et au modèle que la région peut suivre, sans oublier la modération. Tout ceci revient en relation avec notre plus ancien allié. Je reviens sur ce qu'a dit l'ambassadeur Ross. Le déploiement militaire et l'investissement sur ce volet font partie de l'équation de la force américaine. Au lieu de diminuer les aides extérieures, je souhaite voir une augmentation de ces aides. Le Congrès joue un grand rôle à ce niveau, et je ne parle pas uniquement de cadeaux au gouvernement, mais d'aides artistiques et d'opportunités éducatives, ainsi que le renforcement des relations avec les peuples, que cela soit au Maroc ou dans les autres pays. Nous allons récolter les fruits d'une telle démarche pour les décennies à venir, et je crois que nous ne faisons pas assez dans ce domaine. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié la discussion avec l'ambassadeur Ross, J.D. Gordon et Jason Isaacson. C'était une discussion très instructive pour moi et parmi les points évoqués dans cette discussion, on retiendra que la seule constante aux États-Unis, c'est le changement. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui se passera demain. Et tout au long des 200 ans de notre histoire, les positions américaines ont varié, de la participation totale à l'isolement international.
Mais en même temps, il y a eu des consultations entre les États-Unis et leurs alliés sur le partage de principes. Et il y a eu un engagement pour protéger ces valeurs. Ceci explique la relation avec le Maroc. Nous travaillons ensemble pour relever les défis dans le monde. Encore une fois, je vous remercie, JD, Jason, ambassadeur Denis Ross. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs, et à très bientôt. Merci à vous.